Bonjour, je voudrais déjà remercier l'équipe de l'OCIR de m'avoir accepté aujourd'hui. Je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Mickaël Vergoz, on va dire un développeur multitâche entrepreneur spécialisé en sécurité informatique. Je fais accessoirement les DEFCON avec l'équipe des Routards, pour ceux qui connaissent. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter GateJS. C'est un logiciel que je développe depuis plusieurs années. 5-6 ans. Pour être précis. Mon idée, en fait, vient d'une problématique à la base, qui est la problématique des vulnérabilités web, que tout le monde, je pense, a fait face un jour dans sa vie. Et en fait, le principe de GateJS, ça a été de... Déjà, je vais vous donner rapidement le contexte. Donc, typiquement, GateJS est un reverse proxy et forward proxy. Donc il a pour vocation à la fois de donner de remplacer, j'aime pas le mot remplacer, mais d'offrir une concurrence à Nginx et notamment surtout Squid et d'autres reverse proxy comme Varnish et bien d'autres, Apache aussi. Donc il a été développé initialement par la société BinarySec, qui est une société spécialisée aussi en sécurité informatique. Et le principe, c'était de vraiment s'attaquer et de se concentrer sur le protocole HTTP et de proposer tous les outils de filtrage et de traitement d'informations relatives par rapport aux failles. Donc voilà, je le répète, plusieurs années de travail. Donc je l'ai développé en France et à l'île de la Réunion. Donc aujourd'hui, je suis principalement basé à Orléans et en Suisse. Donc j'ai décidé, pour des questions de transparence aussi vis-à-vis des personnes pour qui je travaille, de proposer GateJS sous la licence open source, donc GPL v3, et de distribuer, enfin c'est du GUI licensing, donc en gros pour des questions de projet, de garantie, on peut fournir une licence commerciale qui elle va garantir le fonctionnement du logiciel dans un environnement de production. Donc on édite aussi différents plugins tels que GateWAF, qui est donc le Web Application Firewall spécialisé pour la sécurisation des sites internet. Alors, pourquoi Gate.js? C'est un peu l'étymologie importante à savoir, c'est que quand j'ai commencé les développements il y a 7 ans sur l'idée de sécuriser un site internet, donc j'ai commencé à utiliser des logiciels, j'avais commencé par faire des modules pour Apache et j'avais fait face à de gros problèmes de portabilité de ces modules en environnement de production. Donc j'ai décidé d'externaliser la ressource et de commencer à utiliser un reverse proxy pour pouvoir justement être autonome et gérer la ressource différemment. Et donc j'ai commencé à travailler, j'ai rapidement abandonné Apache parce que c'était impossible de fonctionner en mode reverse proxy. Je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Enfin voilà. Et j'ai commencé à utiliser donc Nginx, qui est un logiciel reverse proxy spécialisé, reverse IMAP aussi, qui a pour but d'offrir de grandes performances dans le traitement des requêtes et une assez bonne qualité de code qui permet donc de développer des modules de filtrage assez simplement. Et je suis revenu sur tous ces problèmes-là puisqu'en fait il s'avère que ces logiciels, quand on avait vraiment besoin de faire des traitements de flux, eh bien, il s'avère que c'est extrêmement compliqué. Alors d'une part à cause d'Nginx et d'autres logiciels, mais aussi parce que les langages aujourd'hui, les langages linéaires tels que le C ou le C++, même pour un cadre, un expert de ces langages-là, aura de grandes difficultés à stabiliser des contrôles de flux. Ça devient extrêmement complexe quand on fait des traitements de flux et que ça doit tenir la production. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à penser au JavaScript il y a 5 ans, quand l'équipe de Joyent a commencé à développer Node.js en utilisant le moteur de Google V8. Et là, ça a été vraiment une révélation pour moi, puisque j'ai vraiment cru que là, il y avait quelque chose à faire, parce que le JavaScript offre on va dire une structuration du langage qui fait que le traitement de flux devient de plus en plus simple et que d'une certaine façon, comme il est simplifié, on a un risque moindre de sécurité quand on développe des outils assez complexes.
Donc j'ai attendu un petit peu parce que c'était pas encore stable à l'époque. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que c'est extrêmement stable puisque Node.js a été officiellement a intégré la FSF officiellement avec un comité pluraliste qui regroupe autant des gens de la Free Software Foundation que des gens du privé. Donc Gate.js, c'est une émanation de Node.js. J'ai repris des parties de Node.js, j'ai repris des parties de Google V8. Je les ai intégrées et mon idée c'était de faire un logiciel de contrôle de flux qui permette d'agir autant sur les protocoles web, mais sur d'autres protocoles. D'où l'usage du terme gate, puisque à terme j'aimerais sécuriser et contrôler d'autres types de flux. Donc ce qui est important de savoir, c'est que V8 et JavaScript dans son ensemble donc, offrent une rapidité d'exécution qui est largement supérieure à celle de Java déjà. Dans certains cas de production très chargée, on a des performances qui sont meilleures que même du C, des logiciels développés en C. On a une sécurité de l'environnement puisque voilà, JavaScript est un environnement sandboxé qui est quand même assez bien fait d'un point de vue logiciel. Et la grande flexibilité du langage, je ne fais pas le dessin, ceux qui connaissent ou ne connaissent pas JavaScript, mais c'est à mon sens le langage le plus flexible qui soit. Donc on utilise le moteur Google V8. Donc je vais vous faire une rapide descriptive des fonctionnalités de Gate.js. Bon, ça c'est quelque chose d'assez important. Si vous voulez avoir des informations, gatejs.org, vous aurez la documentation, vous pourrez télécharger et vous pourrez accéder aux autres choses dont vous aurez besoin. La configuration, c'est du JSON, donc c'est une notation très classique qui est assez appréciée du commun aujourd'hui. Et puis un hashtag. Voilà. Alors, un concept qui est clé en fait de Gate.js, c'est le concept des pipelines, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un flux entre dans Gate.js, un flux de pipeline va être exécuté. Donc dans un pipeline, on retrouve des codes d'opération, des opcodes, un peu, c'est une imitation du langage assembleur. Et chacun de ces opcodes sont responsables de différentes actions qu'on pourrait faire sur le flux en question. Donc en gros, ça permet déjà de développer, si vous avez demain une application spécifique, un traitement très spécifique dans vos environnements de production, vous pouvez le faire très simplement. C'est quelques lignes de code pour développer, je ne sais pas, un contrôle d'accès, une connexion à telle ou telle base de données. On n'a vraiment aucune limite à ce. Donc je donne l'exemple par exemple de l'Active Directory, chose que j'intègre pas dans l'open source par exemple. Donc l'Active Directory, si vous voulez ajouter vous-même un contrôle, vous pouvez le faire. C'est très très simple. On retrouve un gestionnaire NPC qui est en fait utilisé pour communiquer et mettre en cluster Gate.js de façon simple et rapide. Donc ça permet par exemple, notamment dans le cadre du Web Application Firewall, si par exemple une attaque est détectée qu'un bannissement a été posé sur une adresse IP, eh bien on est capable de passer le message est diffusé automatiquement au travers du Network Process Communication, qui chiffre, compresse et authentifie. Fonctionne en multicast. C'est notamment par exemple quand vous avez certains opérateurs, alors ici on n'en parle pas trop, mais en Afrique et dans d'autres pays assez éloignés de l'Europe ou des centres névralgiques, ils utilisent souvent des web caches qui sont mises en cluster. Et donc là, c'est vraiment un outil, on peut en mettre plusieurs et le cache est partagé entre plusieurs machines, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez poussé. Une des fonctionnalités, pour vous donner un exemple, ça c'est vraiment l'exemple type de la chose puissante que Gate.js est capable de faire. Donc c'est l'injection HTML. Donc l'injection HTML a pour but d'injecter dynamiquement, sans bloquer, du code HTML dans une page existante qui passe en forward ou en reverse proxy. Donc typiquement, on peut, si on voulait faire une technique d'attaque, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent BIF, le framework, je ne saurais plus donner le nom précis, mais c'est BEEF, BIF.
Donc voilà, c'est un framework utilisé pour le client-side, pour attaquer les gens, pour attaquer les navigateurs des gens en fait. Et donc BIF permet de diffuser un certain nombre d'attaques. À partir du moment où on a réussi à injecter le lien vers le framework BIF, on est capable de router la machine, enfin de la pirater complètement en client-side. Donc là, c'est un exemple type. Vous mettez GateJS sur un accès Wi-Fi ouvert, vous mettez en forward proxy, vous dérivez le port 80 uniquement. Vous faites une injection HTML qui envoie sur BIF, ni vu ni connu, vous routez tout le monde qui se connecte sur le Wi-Fi. Donc c'est à la fois, Gate est un outil qui permet à la fois de créer des outils de défense, des techniques de défense, mais aussi de prototyper des techniques d'attaque qui pourraient exister. Je veux dire, aujourd'hui, ça c'est impossible à faire avec Squid, c'est impossible à faire avec n'importe quel autre logiciel, sauf j'ai oublié le nom, un logiciel qui est plus du débugage que utilisable en production. C'est pas intéressant. Donc, le on-the-fly HTML injection, c'est un opcode qui a été développé. Il fait moins de 100 lignes et permet d'intercepter la page HTML à la volée, sans bloquer, donc sans téléchargement au préalable, et de renvoyer le flux sans qu'il ait été bloqué ou altéré. Enfin, altéré il l'est, mais pas comme on le voit. Par exemple, sur Squid, ces injections-là sont très très complexes à faire, voire impossibles. Il faut vraiment entrer dans le code, modifier en C++, avoir tout plein de chances de faire plein de buffer overflow et tout plein de bêtises, de bloquer aussi. Et dans Nginx, c'est jouable, mais c'est très compliqué. Donc il me fallait vraiment, c'est vraiment la genèse de GateJS, c'est typiquement être capable de faire ce genre d'analyse et d'injection. Donc là, c'est une grande brique de GateJS. On ne le sait pas, mais en fait, j'ai été le premier à implémenter HTTP2 dans des forward et reverse proxy. À ce jour, il n'y a toujours pas de forward proxy qui supporte HTTP2. Les reverse proxy, là, c'est bon. Nginx a réussi à apporter son SpeedyUI. Donc, c'est le SpeedyUI, c'est le Speedy, dit Speedy HTTP 2.0, qui a été normalisé officiellement depuis quelques mois comme étant le protocole 2.0 de l'HTTP et qui offre clairement des bénéfices énormes en termes de performance, puisque je passe rapidement à l'autre slide, non pas celui-là, je l'ai pas, bon, c'est pas grave. J'ai un graphique après qui vous montrera les performances incroyables de Speedy. Donc, GateJS sur la partie 1 HTTP propose de l'équilibrage de charge avec une notion de primaire et de secondaire. Donc, tous les primaires sont morts, on bascule sur les secondaires. Si un des primaires est mort, on reste dans le pool des primaires. Avec les IP hatch, donc ça c'est en gros on va agréger une IP à un endroit et une autre IP à un autre endroit avec un simple masque de bits. Ou du round robin qui permet de pondérer à tour de rôle l'accès au serveur. Donc on propose aussi un service HTTP, donc à l'image de Light HTTPD ou de Apache. Et donc on va bientôt finir les développements, enfin on n'a pas encore passé phase CJ en dev, mais on va avoir vraiment un serveur web équivalent à Apache dans les bacs. Ça d'une part. Donc ensuite, rapidement, j'aurais dû peut-être faire le schéma plus tôt. Mais GateJS donc propose je pense, le plus grand panel d'interception possible sur la partie HTTP. Donc on peut avoir une interception très simple par redirection de port, donc via une petite règle IP table ou IPFW. Et ainsi rediriger le trafic sur le proxy local. Mais aussi on peut faire de l'interception à la volée, soit par du B-routing, donc qui consiste en fait à placer un boîtier au milieu d'un réseau de façon transparente. On conserve les adresses MAC et Linux nous offre la capacité d'intercepter les paquets en routing, ils appellent ça, et de repasser les paquets dans le GateJS. Et on a aussi la technologie T-Proxy, pour ceux qui connaissent un peu
méandres de Linux, donc Proxy. C'est TrueProxy. Qui offre la possibilité de spoofer n'importe quelle adresse IP et donc de conserver l'adresse IP source de l'émetteur quand on réémet la requête vers les serveurs sources. J'espère être très clair, mais c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est les modes qu'on peut retrouver. Donc le mode host, GateJS va regarder, ça c'est en mode forward proxy, hein. Donc on va regarder le champ host, www.gatejs.org. On va résoudre ce nom de domaine là, prendre l'IP et se connecter dessus. On a le mode src host, tproxy src host. Donc là, en gros, on va conserver l'adresse IP source, mais on va utiliser le champ host pour trouver la destination où se connecter. src-dst, donc on conserve la source, l'adresse IP source, donc on la spoof, et on va regarder l'entête IP pour vérifier où il faut se connecter sans résolution d'IP. Donc là, dans le cas où une personne a mis une IP dans son etc hosties pour forcer la connexion à un endroit précis, dans le mode host, GateJS va réécrire l'adresse IP. Dans le mode tproxy src destination, il va se connecter véritablement avec l'IP que le client a voulu se connecter, précisément. Et le mode tproxy destination, où là on ne spoofe pas l'adresse IP source, mais on conserve, on se connecte en se basant sur le paquet IP, la destination sur laquelle il faut se connecter. Donc ça, toutes ces fonctionnalités-là n'existent nulle part, dans son ensemble, je veux dire. On va retrouver des bribes dans Squid et dans d'autres logiciels, mais précisément celles-là ne sont pas. Donc je reviens rapidement sur Speedy. Hein. Je fais un peu l'apologie de Speedy parce que c'est un vrai bénéfice tant sur la partie performance que sur la partie sécurité, puisque au final on peut déjà c'est portable, donc on le retrouve fonctionnel dans n'importe quel des navigateurs aujourd'hui, que en gros on le sait pas, mais plus de 30% je dis 30% parce que Facebook, Google, Amazon, les GAFA, en gros, utilisent Speedy et qu'une grande partie de leurs requêtes passe par là maintenant. Donc en gros, on se retrouve avec Speedy, un protocole qui est chiffré, compressé, par défaut, donc qui fonctionne normalement qu'avec TLS et qui permet donc d'offrir un niveau de performance équivalent même si on n'avait pas de cryptage. Donc on prend Speedy, on prend HTTP, sans cryptage, on a les mêmes performances. C'est pas mal. Donc c'est un vrai bénéfice utilisateur. Donc là on voit clairement hein, sur la courbe, on ne le voit pas, mais on voit que même Speedy est plus rapide que HTTP. Et en fait, au-delà de ça, c'est aussi dans l'environnement de production, dans les fermes serveurs, Speedy est un protocole vraiment connecté, donc qui va essayer d'économiser au maximum les handshakes TCP et le nombre de connexions ouvertes, et il va essayer de réduire au maximum ces connexions et réutiliser. Donc il offre notamment la capacité de channeliser, de canaliser une connexion TCP à l'image de ce que on pourrait faire, je sais plus. Mais il canalise la connexion HTTP. Donc c'est pas une donnée qui passe, c'est plusieurs données pour différentes ressources dans une connexion HTTP. Donc là, c'est le gros avantage de GateJS, c'est que voilà, j'ai Node.js qui est mon cousin. Je suis vraiment content d'avoir un cousin pareil parce que du coup, ça offre une perception autre de l'environnement de production et des développements spécifiques dont on aurait besoin dans une entreprise par exemple. Donc on développe vite. On peut faire des bêtises souvent quand on développe vite, mais on développe vite, mais en général assez bien. Donc comme je disais, la vitesse d'exécution est proche de ce que pourraient faire des Nginx. D'ailleurs, une petite anecdote, mais au-delà d'1 million de connexions, GateJS devient plus performant que Nginx pour des questions on va dire de calcul asymétrique. En gros, comme Node.js a vraiment une approche asymétrique du traitement du flux, il offre des possibilités et des niveaux de performance largement supérieurs. Sachant que, on pourra en discuter, mais
tous les logiciels, que ce soit Nginx, Apache, alors c'est peut-être un zero day ce que je lâche, mais ils sont tous vulnérables à des attaques de flux. Donc des attaques de flux, ça peut être par exemple du slow loris. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent bien. Donc mais c'est presque infini les techniques de slow loris qu'on peut appliquer sur un serveur. En gros, dans 100% des cas, on fait tomber un serveur qui soit du Nginx ou autre. Celui-là, il est beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que je le fais pas tomber, je le fais tomber, mais il est beaucoup plus complexe à faire tomber. En tout cas, on ne le trouvera pas, ce ne sont pas des techniques qu'on connaît publiquement qui permettent de faire tomber ça. Donc on a aussi le package manager de Node, donc Node.js Package Manager, qui permet d'utiliser et de mettre à jour tout ce dont on a besoin. Ça c'est pas mal aussi. Et là je vais passer à un des modules qu'on développe, qui est un module qui pour le moment est closed source. Je vous expliquerai pourquoi. Et qui a pour vocation de vraiment de sécuriser un site. Enfin, le but de ce module, c'est de sécuriser un site en quelques minutes. Voilà. Sans passer par des délires d'ingénierie et je ne sais trop quoi. C'est vraiment faire quelque chose de très très simple qui permet de sécuriser un site en quelques minutes. Donc, c'est initialement la techno de BinarySec, où on embarque un moteur d'intelligence artificielle qui permet en gros d'apprendre le trafic normal d'un site internet pour en définir et en rejeter le trafic anormal. Donc je vais vous expliquer en détail ce que c'est. On a donc plusieurs mécanismes de filtrage HTTP. On a un système anti-DOS qui fonctionne de plusieurs façons. Et on a aussi un système de contrôle des données sortantes, donc qui permettent par exemple de savoir si on n'est pas en train de fuir, de laisser fuir des informations telles que des données bancaires, des mails, des mots de passe, PCI DSS quoi. Donc sur la partie données qui fuient. Donc c'est un plugin de GateJS. Donc on a une configuration qui, on a tout l'héritage on a tout le bénéfice de GateJS derrière, donc configuration simplifiée, bonne performance. Et avec toute la notion de reverse proxy, etc., on peut vraiment l'utiliser dans un environnement de production. Donc, et pour en revenir, donc on a un cerveau. Il faut bien comprendre, c'est de l'intelligence artificielle faible. Je ne tends pas à représenter une conscience, je tends à représenter un comportement d'ingénieur face à une requête qui passe sur un réseau. Donc l'idée c'est de me dire quelle est l'approche cognitive que je vais avoir pour tenter de sécuriser un site web quand une requête passe. Ouais. Non, pas du tout, justement. Alors le Bayésien c'est le mauvais ennemi de ce logiciel-là, puisqu'en fait le Bayésien est instable dans le temps. C'est des statistiques, donc il suffit qu'il y ait des modifications de nombres pour qu'il y ait des modifications de règles. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas utiliser aujourd'hui dans un environnement de production sans avoir un système opérationnel extrêmement complexe de gérer du Bayésien. Enfin, les personnes... Pardon ? C'est un boulot plein temps, enfin il faut des opérateurs. C'est très complexe. En tout cas, on a commencé par là, je l'ai abandonné. Voilà, parce que pour moi, c'était pas bon. Il fallait quelque chose qui, une fois qu'on avait fini l'apprentissage, ça ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on sait que on va rester comme une règle. Une règle n'a aucune notion pondératrice ou statisticienne. C'est quelque chose qui est figé, oui. Je suis pas d'accord, pour moi ça n'arrête pas de bouger. Il y a toujours des nouveaux OS, des nouveaux navigateurs, des nouvelles... Oui, oui. Alors de ce côté-là, il y a de nouvelles versions. Il y a aussi l'extension de la web application, etc. Donc ça, c'est clairement... Tout ça, c'est des sujets qui sont bien englobés dans GateWAF, mais on n'utilise pas de Bayésien. Donc le principe c'était plutôt de détecter les typages et de savoir si on met un chiffre là, si on met un caractère là, si c'est une phrase composée, si c'est un texte de commentaire. C'est ce genre de choses qui sont apprises par le moteur. C'est clairement de la whitelist. Mais c'est de la whitelist... ouais, exactement. Non, mais on verra pourquoi c'est intelligent, mais le mot intelligence aujourd'hui veut dire beaucoup de choses, donc je tempère un peu. Pour
En gros, ça fonctionne comme le systress d'OpenBSD, de façon très grossière. Systress De OpenBSD, je connais pas. On lance une application en mode learning, on voit tous les syscalls qui passent. Ouais, exactement. On voit les syscalls, on définit ce qui est à peu près normal, pas normal. Dans un contexte là, on peut toujours faire une vérification à la main, et après tout ce qui dévie en fait de ce fonctionnement-là. Mais ça, par exemple, C'est génialissime, l'histoire du systrace. Enfin, j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années. Non, mais j'essaie de bloquer en même temps. Et c'est génialissime, parce qu'au final, quand on a un shellcode qui est exécuté, c'est une liste de syscalls qui est exécutée et qui n'a rien à faire là, dans ce dessus du programme. Donc bloquer ça, c'est potentiellement et clairement bloquer de l'exploitation. Enfin, je sais pas si vous l'utilisez du coup, mais... Je disais pour ça. En tout cas, je vais regarder. Mais voilà, c'est typiquement ce genre, on est vraiment dans un peu ce mode de réflexion là. Et Théo, il est loin d'être bête de toute façon, on le sait bien. Enfin, le créateur d'OpenBSD. Donc voilà. Donc en gros, le principe, c'était d'offrir quelque chose qui enfin, je veux dire, ici on est, je pense, pas mal d'experts, donc on sait de quoi on parle. On sera peut-être certainement tous capables de mettre en place des regex et différentes contrôles de sécurité. Maintenant, si je vous parle de Madame Michu, la fameuse, eh ben celle-là, elle ne sera pas capable de le faire. Et pourtant, c'est une grande majeure partie des sites qui dont la propriété, c'est Madame Michu qui le gère, quoi. Donc, on a peu de sites qui aujourd'hui sont sous la responsabilité de gens compétents. C'est bien le problème et l'avantage du web, c'est que tout le monde y a accès facilement et que c'est la révolution de la communication qui va avec son lot de problématiques de niveau technique. Donc voilà, là ici je le rappelle, on a un modèle d'intelligence artificielle faible. Donc le but c'est vraiment d'essayer de représenter le comportement d'un ingénieur. Si je vous dis par exemple, vous voyez un paramètre ID égale 1, ID égale 2, vous savez que ID peut être égal à peut-être 1 million, mais ne serait pas égal à moins 1. En fait, si vous voulez, ce raisonnement-là, c'est typiquement le résultat de ce qu'on va avoir dans cet algorithme-là. Donc, quand ID égale 1, ID sera égal à 1 et ses cousins, mais pas ses faux cousins, comme le moins 1 ou encore ses ennemis, comme le single quote ou le double quote. Toutes ces choses-là sont éliminées par essence. Donc, l'idée, c'est vraiment je refuse tout et je ne vais accepter que ce qui m'intéresse dans le trafic pour sécuriser un site internet. Donc le principe, c'est vraiment d'apprendre le bon trafic. Et pour ce faire, on a une techno qui est embarquée dans GateWaf. En gros, vous allez une fois que vous avez installé GateWaf, vous allez sur votre site, vous faites /waf, vous saisissez une passphrase. Cette passphrase vous donne accès, permet à GateWaf de vous identifier comme bon utilisateur. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez simplement qu'une chose à faire, c'est à naviguer dans votre site. Et en fait, le moteur va apprendre la façon dont vous naviguez sur votre site, dont les pages sortent, c'est-à-dire les redirections extérieures, les référents arrivants, les valeurs de variables, les fichiers uploadés, les formes data, les URL encoded, enfin l'ensemble complet de ce dont on a besoin pour sécuriser un site web. Tout sera appris, très simplement et en quelques minutes. Donc en gros, pour faire le test, j'avais prévu du matériel pour faire une démo, mais je pense que ça va être super chaud. 28. Ouais, on pourrait, non, mais en fait, je voulais faire bif, mais c'est pas grave. En gros, si vous connaissez DVWA, Dames Vulnerable Web Application. Donc, cette application-là, en gros, quand on la passe sur GateWaf, en 3 minutes, vous l'avez sécurisée. Pas plus. Donc, s'il y a ceux que ça dit quelque chose. Pour activer les fonctions qui sont déjà dans DVWA. Ouais, vous mettez le niveau de sécurité. Je plaisante, mais c'est vrai. Oui, vous avez Oui, non, il faut activer le routing mode, effectivement, complètement. Donc, pareil pour Testfire de je sais plus qui. Enfin, Akunetix, j'ai 3 exemples qui sont aujourd'hui utilisés pour nous en interne. Donc, on a DVWA, on a Testfire et TestPHP.
Donc il y en a un qui est d'Acuinitics et l'autre je sais plus de qui c'est. Donc pareil, ces logiciels-là sont sécurisés entre 3 et 5 minutes. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très rapide. Donc ça veut dire que Madame Michu peut utiliser mon logiciel, même sans qu'elle le sache. C'est ça qui est intéressant. Donc le contrôle de la finesse, donc ça c'est un mécanisme dont je ne peux pas vous décrire ici, mais en gros on a un mécanisme de gestion de finesse qui est en fait un algorithme de hachage homemade, fait maison. Et donc voilà. Donc on a aussi la capacité de faire de la corrélation de fichiers de log. Donc si demain vous avez genre un SIEM qui a accumulé un nombre invraisemblable de logs, on peut l'utiliser pour faire du corrélatif dans un SIEM. Donc ça on le fait déjà. Donc typiquement vous avez quelqu'un qui s'est fait router, pirater, et puis il vient vous voir, il dit comment, où, avec quoi. C'est très utile sur la partie forensique parce que ça permet justement de repasser tous les logs dans le moteur et supprimer tout ce qui n'est pas intéressant et de n'afficher que ce qui l'est. Donc voilà. Le gain de temps est considérable puisque aujourd'hui, je ne citerai pas mes concurrents, mais mes concurrents sont obligés de vendre de l'homme pour sécuriser un site web. Moi, mon but, c'est vraiment do it yourself, quoi. C'est faites-le vous-même. Il faut que ça soit accessible au mieux. Moins je vends d'hommes, mieux je me porte. Enfin, à ce niveau-là. Je pourrais vendre de l'homme, mais sur du conseil d'intégration, sur l'architecturage, sur comment l'utiliser, etc. Donc on a le fameux, c'est le slide que je viens de vous expliquer, hein. Donc pour l'identification du bon utilisateur, sachant qu'on peut le diffuser un peu à tout le monde, il n'est pas recommandé d'attaquer son propre site web parce que sinon le moteur il apprend les attaques et auquel cas il les laisse passer. On peut avoir une vision sur ce qui se passe, sur ce qui est appris, puisque vous avez des logs et vous avez un fichier, tout est forme fichier plat. Donc là encore, c'est une autre technique, désolé pour mes anglicismes, mais on a la méthode du KISS, donc Keep It Simple and Stupid. Dans l'idée, c'est de dire, on n'a pas de base de données, on ne prend pas la tête aux personnes qui veulent l'utiliser. C'est du fichier plat, vous avez besoin d'ajouter manuellement une règle pour l'accepter, vous ouvrez le fichier, vous ajoutez l'URL, le post ou je ne sais trop quel autre. Donc vous avez des fichiers qui sont segmentés en fonction header, getVar, les URI, etc. Donc le déni de service applicatif, là on a, alors ça, cette fonctionnalité-là est disponible en open source directement dans Gate.js, donc pas besoin du module GetWaf. Donc l'idée c'est de vérifier par le temps de réponse et le niveau de requête et le nombre de requêtes par seconde, voir s'il y a une tentative de déni de service. Et dans certains cas de détecter les dénis de services distribués applicatifs, c'est-à-dire la connexion TCP a bien été établie et où en fait ce sont des zombies qui vous attaquent. Et il faut savoir une chose, c'est qu'on a un système, le blacklist, qui est aussi inhérent à Gate.js, intégré nativement, qui en gros vous faites le malin une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous prenez un ban normal, donc erreur 400 ou 403 forbidden, vous êtes rejeté. Ça, c'est la réponse applicative. Si vous faites continuer à faire le malin, et bien là, vous avez une règle de firewall niveau 3 qui est pointée sur votre IP et qui est diffusée au travers de NPC dans tous les nœuds du monde. Voilà. À ceux qui auraient connecté le Gate.js à plusieurs infrastructures, eh bien, il y a un partage de connaissances en termes d'attaque. Donc, c'est bien ce que je vous dis, hein. Donc, on a le blocage niveau 7. Donc là, en l'occurrence, c'est le 429. Niveau 3, la règle et la propagation dans NPC. La protection anti-bot, donc ça c'est quelque chose aussi, c'est une demande client, ça vient d'une demande client où en fait on me disait je veux pas que Google me référence, mais je veux que un autre moteur de recherche me référence. Donc avec ça c'est possible. Donc on a je vais commencer par le premier, alors contrôle de présentation. Voilà, donc ça le premier, je l'ai pas mis dans l'ordre. Donc contrôle de présentation. Je vais lancer une page qui va être en interception de l'utilisateur
pour son premier accès au site, je vais lui présenter un truc avec un JavaScript qui va faire plein de mécanismes derrière pour essayer de détecter que c'est un robot ou pas. Cloudflare, qui est mon plus gros concurrent, le fait, mais c'est tout ce qu'il fait. Hein, voilà, c'est bien ce qu'il fait, mais il fait pas grand chose de plus sur cette partie-là. Alors V8, c'est pas forcément le bon exemple. Le meilleur exemple pour contrer ce truc-là, c'est PhantomJS. Je sais pas si vous connaissez PhantomJS. Ouais, voilà, PhantomJS, vous cassez ce système sans problème. Bah là, le problème, c'est que j'ai des techniques qui me permettent de m'évader de V8 en fait. Il faut vraiment que vous ayez un environnement avec un schéma DOM, un environnement d'exécution JavaScript, des images. Enfin, vous soyez capable de. C'est pas simplement du JavaScript là. C'est pas. Le web service est banni là. Par défaut, il sera banni. Donc c'est pour ça qu'après on va utiliser une liste blanche pour laisser passer ceux qu'on voudrait bien laisser passer. On peut aussi dire slash index, enfin slash site, on fait le contrôle, slash API, on ne fait pas le contrôle. Puisque ça c'est inhérent encore une fois à GateJS où on peut dire pour le slash PHP MyAdmin, on va utiliser tel cerveau, pour le slash WordPress un autre quoi en fait. Et à chaque fois d'ailleurs, si vous avez un WordPress par exemple ou un typo 3, eh bien vous allez avoir la capacité d'utiliser des presets d'applicatifs qu'on a créés et qui va vous permettre de sécuriser votre site immédiatement. Donc le de présentation, la liste blanche, l'auto-captcha, donc là c'est le même fonctionnement que l'outil de présentation un peu la Cloudflare, sauf que je vais présenter un captcha ou un équivalent. Donc ça peut aussi être des animaux. Je vous dis identifier le chien, voilà, ou je sais pas quoi. Le tracking permanent. Donc là, une fois qu'on a placé ce système-là anti-robot, tous les utilisateurs sont traqués avec un cookie et pas que. Et l'IP Score Database, c'est une grosse base de données qu'on a sur les différentes personnes qui attaquent, quand elles ont attaqué, avec quoi, qui corrèle, enfin qui ajoute des informations venant de Spamhaus et d'autres bases de données relatives qui traitent des. Donc quand une personne attaque, que le WAF a détecté une attaque rouge, donc une attaque rouge c'est quelque chose qui a été bloqué, c'est une attaque considérée comme mauvaise qui a été bloquée, et bien on a son score qui est augmenté à ce niveau-là. Donc là, ça c'est pareil. On a je me répète assez souvent, mais c'est important, parce que la facilité, elle est vraiment importante. L'intégration de code dans l'opcode de GateJS est extrêmement simple. À titre d'exemple, j'ai un client qui est venu me voir et m'a dit j'ai des photos d'art que je diffuse, je veux les chiffrer à la volée, mais je ne veux pas changer mon applicatif. Eh bien, j'ai réussi au travers de l'injection HTML d'injecter dynamiquement du code JavaScript qui va permettre de déchiffrer l'image dans le site, d'une part, et d'autre part, un opcode qui me chiffre les images à la volée, et le tout est déchiffré par l'applicatif. La personne n'a eu aucune modification sur son applicatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant en fait. On est vraiment dans un autre monde, il faut vraiment un autre monde du traitement de flux. Donc blacklist, les logs parallèles connectables. Alors ça c'est important aussi, c'est qu'on a un système qui regroupe les logs de façon intelligente. Donc ça veut dire qu'il va remettre les dates et les logs dans le bon ordre. C'est important, parce que c'est pas facile de le faire aussi. Tracker de session, détection de robots, je me répète. Donc là, rapide descriptif sur la partie produit. Donc GateJS c'est un logiciel GPL v3. Donc faut bien noter que la GPL n'offre aucune garantie sur le fonctionnement du logiciel. C'est
c'est le maître mot en fait de la GPL, c'est vous pouvez tout faire, presque tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas de garantie. Donc l'idée c'est de proposer dans la licence commerciale une garantie sur le fonctionnement du logiciel en production. Donc c'est en gros on est vraiment dans l'économie de l'open source. Enfin, je m'essaye à ça. J'ai une grande croyance dans le fonctionnement et l'aboutissement de ce modèle économique-là. Et en gros, on ne vend plus un logiciel facialement, on l'ouvre aux gens, mais on va vendre le fait que on est les créateurs de ce logiciel et qu'on est capable, on pense être les seuls capables de fournir une garantie. Donc tout le monde est ouvert, peut contribuer au logiciel. Et en général, sur la partie, quand il y a une négociation commerciale privée, on négocie avec le développeur pour le dual licensing. C'est le plus important. Après, je vais aller vite là. C'est bon. Donc, GateJS est un logiciel, est un gestionnaire de services réseau. Son but est de faire du contrôle de flux. Donc ça, c'est l'idée de base, c'est vraiment à terme de pouvoir recevoir de nouvelles implémentations, de nouveaux protocoles. Donc en gros, on va se retrouver avec... alors, je donne les objectifs généraux, on sait rien. Alors les systèmes, ça c'est archivré, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai mis ça, mais c'est archivré, c'est les systèmes, on sait que les systèmes permissifs, enfin les langages et les systèmes permissifs, on a de grandes chances de trouver des vulnérabilités. Même les meilleurs experts ont des problèmes, hein. J'en ai vu, j'en ai moi-même fait. Donc quand le langage est complexe, eh bien on a beaucoup de chances de faire des bêtises, surtout quand on travaille en collaboration avec d'autres personnes. On a encore plus de chances de faire des bêtises. Donc JavaScript, c'est vraiment un moyen d'unifier et d'améliorer le niveau de sécurité général. Voilà. Donc là, en gros, on va pour... ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est développer des outils visuels simples d'accès pour gérer GateJS dans son ensemble. On a Les isolations de système, donc typiquement les CH-routes qui sont déjà supportées, et l'intégration des LXC jail sous FreeBSD. En fait, LXC c'est déjà le cas. Hein. Donc en gros, on a un process master qui va se lancer et qui va lancer le LXC avec à l'intérieur le process déjà tout fait. Donc en gros, si on se faisait pirater, la personne serait vraiment réduite à ce container-là. De la même sous jail, sauf qu'on n'a pas encore le support comme je le souhaite. Alors le premier service, c'est Il n'y a pas une ordre de priorité, mais on a le service VPN qui va pas trop tarder à arriver. On a déjà le back-end qui est prêt pour ça. Donc voilà, c'est un concurrent d'OpenVPN et de d'autres. On a la distribution, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la partie notamment des services web, avoir un fast CGI qui soit stable, une performance qui tient la route, une partie isolation, le clustering de fichiers. Alors le service DNS, c'est vraiment, je pense, il fait partie de la première voire de la deuxième priorité, première ou deuxième priorité de développement en recherche. Où là, c'est le principe, c'est de créer à la fois donc un service endpoint pour du DNS, donc un remplaçant de bind qui soit largement plus performant. Ça ne sera pas difficile à faire. On aura la possibilité de faire du proxy DNS aussi, et donc d'offrir toute une analyse profonde de ce qui se passe sur le DNS, à la fois quand on est du côté du client qui demande un domaine spécifique ou quand on fait une récursion, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'exfiltration peut passer par le DNS au travers des messages notamment TXT que très peu de produits savent inspecter. Et ça, en fait, je pense que la première des priorités, parce que c'est le mail. Donc typiquement, c'est proposer un endpoint, encore une fois,
POP3, IMAP et SMTP en proxy et en endpoint. Donc notamment sur la partie SMTP, je suis en train d'expérimenter quelque chose parce que malgré tous les beaux produits anti-spam que j'ai, je reçois une montagne de spam et je sais pas ce qu'ils font. Donc voilà. Et donc là, ça va être quelque chose qui sera open source et qui coupera net de choses. Et voilà. Si vous avez des questions, je suis tout à vous.